Bonjour, je suis Asma, Data Engineer Senior expert ELK. Sur cette chaîne, zéro théorie inutile et pas de définition scolaire que vous pouvez lire dans la documentation officielle. Notre objectif est simple, construire des architectures réelles, traiter des vrais cas d'usage industriels et appliquer les bonnes pratiques de production. Dans cette démonstration technique consacrée à l'optimisation du stockage des métriques IoT dans la stack élastique, avant de vous présenter le moindre chiffre, on va appliquer la règle numéro 1 d'un benchmark d'ingénierie crédible. Remettre l'environnement totalement à zéro. Je lance le Mic Reset Benchmark. La commande va purger les index classiques, les data streams et les time series data streams existants, ainsi que les flux de log de maintenance. Ensuite, il redémarre le container Logstash pour vider ses files d'attente internes. Ça nous garantit qu'il n'y a pas de métriques résiduelles, pas de cache polluant et que l'indexation va perdre une feuille blanche sous vos yeux. Pendant que Logstash termine de s'initialiser, penchons-nous sur l'architecture du template Time Series Data Stream. Pourquoi une Time Series Data Stream compresse-t-il si bien? Avec des gains officiels élastiques de l'ordre de 70%. Contenir un cahier de comptabilité. Au lieu de réécrire le texte entier à chaque ligne, c'est-à-dire éolien 12 à 10 heures égale à 100 kW et le même éolien à 10 heures 1 minute égale à 101 kW. On écrit juste la première valeur, puis seulement la variation plus 1 kW. Ça prend 3 fois moins de place sur le papier. Techniquement, cela repose sur 3 piliers. Le tri physique par -8 TSID et delta encoding. Lucene trie les données par équipement turbine-8ID, c'est un champ identificateur du turbine, de l'équipement turbine, puis par date. Les mesures consécutives d'un même capteur se retrouvent côte à côte sur le disque, ce qui permet à Lucene d'enregistrer uniquement les différences. C'est à peu près le concept de delta encoding. Suppression de l'ID aléatoire, on élimine le champ d'identifiant unique généré par document, économisant 16 octets par ligne. Typage strict, obligation de séparer les dimensions fixes des métriques mesurées. La cardinalité, c'est le nombre de catégories uniques à classer. Imaginez un meuble à clapper. Si vous avez 100 éoliens, vous avez 100 tiroirs bien remplis. C'est très efficace. Si vous créez un tiroir pour chaque identifiant client unique, vous vous retrouvez avec 1 million de tiroirs presque vides. Le meuble devient énorme et inutilisable. En production, la time series data stream fonctionne à merveille sur une cardinalité maîtrisée. Par exemple, des équipements ciblés. Si vous y mettez une forte cardinalité, des ID clients, des IP, vous créez des millions de micro-blocs vides. La compression s'effondre et le serveur risque d'implosion. Out of memory. Lançons l'injection massive de données avec la commande make-test-load. Mais juste avant que les chiffres ne défilent, un mot sur une étape essentielle. Pour garantir un benchmark 100% équitable, il faut s'assurer qu'on ne compte pas les doublons. C'est exactement ce qu'on a configuré sous le capot dans Logstash. Comme vous le voyez à l'écran, nous générons ce tampon unique sur le couple turbine ID et timestamp à la milliseconde. En appliquant cette règle aux deux pipelines, nos deux index reçoivent strictement le même nombre d'événements réels, sans aucun bail. Lors des premières phases de test, nous avions eu un incident critique en production. Error extracting routine.
Nous avions appliqué un template Time Series Data Stream générique sur tout le cluster. Mais lorsqu'un flux de logs de maintenance sans identifiant d'équipement Turbine ID, c'est normal parce que les logs de maintenance ne contiennent pas cet identifiant. Lorsqu'il est arrivé, le système bloquait l'ingestion. Ce qu'il faut retenir de tout ça, pas de dogmatisme. Tout time series data stream. On réserve la time series data stream aux mesures chiffrées structurées et les data streams classiques aux logs d'événements. Voilà, l'ingestion vient de se terminer et nous avons désormais plusieurs millions de documents injectés en base. Prenons un instant pour analyser ensemble ces résultats. Tout d'abord, vous remarquez que nos deux pipelines affichent une parfaite convergence des volumes. L'écart entre le time series data stream et l'index classique est inférieur à 0,6%. C'est la preuve que notre déduplication d'amende a parfaitement joué son rôle et que le benchmark est rigoureusement équitable. Et la véritable révélation se trouve dans notre indicateur clé, l'empreinte physique par document. Si on regarde les chiffres sur notre index classique, chaque ligne coûte environ 293 octets. Sur notre time series data stream, cette même ligne ne pèse que 124 octets. Concrètement, du point de vue métier, on réalise un gain immédiat de 57,7% sur l'empreinte disque. Pour une entreprise qui ingère des terabits de données IoT chaque jour, c'est autant de serveurs et de stockage cloud en moins sur la facture. Pour comprendre d'où vient ce miracle économique sous le capot, il suffit d'interroger l'API -8 disque-8 usage d'Elasticsearch. Il nous confirme noir sur blanc que ce gain provient directement de la compression columnaire des métriques et de la suppression pure et simple des identifiants superflus. Pour ces millions de métriques ingérées, une question fondamentale se pose. Comment gère-t-on toute cette masse de données dans le temps? C'est tout l'enjeu de notre stratégie de cycle de vie. Pour piloter ça, nous nous appuyons sur l'ILM, Index Lifecycle Management. En gros, voyez-le comme un chef d'orchestre d'archivage. C'est lui qui décide automatiquement quand une donnée est chaude, c'est-à-dire récente et très consultée, quand il devient tiède pour être archivé à moindre coût et quand il peut être supprimé en toute sécurité. La première étape de ce cycle, c'est ce qu'on appelle le rollover. Pour comprendre le concept côté métier, c'est exactement confirmer un classeur de factures complet pour en ouvrir un tout neuf. Dès qu'un registre atteint 50 gigas ou 30 jours, on le ferme aux écritures et on ouvre la suite. Ça permet de garder le système ultra agile en évitant d'avoir un unique fichier gigantesque et lourd à manipuler. Regardez l'écran, je déclenche le rollover manuel. Le registre -6 50 avant 2 s'ouvre à l'instant pour recevoir les nouvelles métriques, tandis que le registre -6 50 avant 1 devient figé. Pour ce premier registre figé, nous lançons une opération d'optimisation lourde, le force merge. Imaginez un cluster dans lequel vous auriez accumulé des ratures et des pages à moitié vides. Le force merge vient de réimprimer une version parfaitement propre et bien tassée de notre registre, en enlevant tous les espaces morts pour qu'ils prennent le moins de place possible. Enlevons tous les espaces morts pour qu'ils ne prennent le moins de place possible sur l'étagère de notre serveur. L'option Maximum Segment égale à 0 demande à Elasticsearch de relire l'intégralité des fichiers de données sur le disque, de supprimer les espaces morts, de réappliquer la compression
time series, data stream et de réécrire le tout dans un seul et unique fichier final. Sur ma machine de développement, en environnement Docker WSL2, ce traitement prend généralement entre 3 et 8 minutes. La commande curl reste en attente jusqu'à la fin de l'opération, mais le processus tourne bien sur le cluster. Et enfin, maintenant que l'index est verrouillé et compacté, nous appliquons la touche finale, le downsampling. C'est probablement l'un des leviers d'économie les plus puissantes en ingénierie de données. Du point de vue décisionnel, le downsampling consiste à passer d'un rapport détaillé seconde par seconde à une synthèse stratégique. Pour analyser les tendances d'il y a 6 mois, la direction n'a plus besoin de connaître la température exacte toutes les 3 secondes. Il veut simplement connaître le minimum, le maximum et la moyenne de la journée. C'est exactement ce qu'on exécute ici. Nous convertissons nos millions de points bruts en synthèse d'horaire précise. Le résultat, on gagne un espace disque colossal, tout en conservant 100% de la valeur historique pour le business. Et pour conclure cette démonstration, tirons le bilan synthétique de toute cette stratégie d'optimisation. En prenant du recul, nous avons orchestré deux gains majeurs. Tout d'abord sur la phase chaude, c'est-à-dire nos données en temps réel, le simple fait de basculer d'une modélisation classique vers un time series data stream fait chuter le coût unitaire par document de 293 octets à seulement 124 octets, soit 2,7 gigaoctets sur disque pour nos 24,5 millions de documents. Cela représente une réduction immédiate de 57,7% du stockage, sans concéder le moindre millième de seconde sur la précision brute de nos métriques IoT. Ensuite, sur la phase historique, l'application du downsampling vient de condenser ces données brutes à l'heure. Le volume global s'effondre alors sous la barre spectaculaire des 250 kilooctets, passant de 24,5 millions de lignes à seulement 82 documents de synthèse, ce qui correspond à plus de 99,99% de réduction totale sur le long terme. Pour résumer, que faut-il retenir côté métier? Cette architecture offre le meilleur des trois mondes, des économies directes et massives sur la facture cloud et infrastructure, une plateforme qui est nettement plus rapide et réactive pour les équipes opérationnelles et un stockage long terme enfin maîtrisé de bout en bout. Obtenir ce bilan final a demandé un travail considérable et une patience à toute épreuve. Sur cette étape de la série, la gestion du cycle de vie de données entre le déclenchement des rollovers dont les résultats ne s'observent pleinement qu'au bout de plusieurs jours, la finalisation du downsampling m'a pris énormément de temps. Pour vous offrir une démonstration parfaitement rigoureuse, la phase de production s'est transformée en un véritable défi. Pendant que j'enregistrais mes commentaires audio sur Audacity, le cluster continuait d'évoluer en arrière-plan, modifiant légèrement les statistiques système à chaque exécution d'API, à la moindre divergence entre mes explications vocales et les métriques affichées à l'écran. Il me fallait réexécuter les commandes, calculer les écarts et tout réenregistrer pour vous garantir une cohérence irréprochable. Voilà pour la vue d'ensemble. Le projet complet en accès libre sur mon GitHub si vous voulez explorer le code. Si vous cherchez un data engineer senior, que ce soit en CDI pour renforcer vos équipes ou en freelance pour débloquer, sécuriser ou optimiser vos pipelines de production, écrivez-moi directement un petit message sur LinkedIn. On en discutera avec plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.